Le fils de ma sœur a jeté les lunettes méta de mon fils, d'une valeur de $379, dans le brasero, et a dit, porte les cendres à la place. C'est tout ce que tu mérites. Je n'ai pas dit un mot. Ce soir-là, maman a envoyé un message, vos enfants ne sont que de la saleté pour nous. Gardez-les loin de notre lignée. Ma sœur a liqué. J'ai ramassé les lunettes brûlées de mon fils, et je les ramenais à la maison. À minuit, la discussion de groupe de la famille a explosé. 49 appels en absence. Le verre gauche s'est fissuré en premier. J'ai regardé la scène depuis l'autre bout de la cour. J'étais debout près de la glacière, une assiette à la main, trop loin pour l'arrêter, mais assez près pour en voir chaque seconde. Cruz a pris les lunettes sur la table de pique-nique, là où Kian les avait posées, juste à côté de son soda. Il les a tenus par le pont, les faisant balancer comme un enfant tiendrait un insecte mort, avec autant d'amusement que de dégoût. Ensuite, il a marché vers le brasero, où le charbon brillait encore d'un orange vif, suite au burger que nous avions terminé 20 minutes plus tôt, et il les a laissés tomber dedans. La chaleur a fait craquer le verre gauche. Puis, la monture a commencé à se déformer. Le plastique s'est ramolli sur le côté gauche, là où les braises étaient les plus chaudes, pliant la branche dans une forme qui n'était plus tout à fait une paire de lunettes, sans être encore de la cendre. Le logo en métal, sur la branche droite, a fondu en dernier. Il a fait des bulles, puis est devenu noir. Cruz a 14 ans. C'est le fils de ma sœur, Sloan. Il a regardé Kian, qui se tenait à 1 mètre de là, et a dit, porte les cendres à la place. C'est tout ce que tu mérites. Kian a 13 ans. Il n'a pas répondu. Il n'a pas bougé. Il est resté là, les bras le long du corps, et la bouche fermée. Et il a regardé les lunettes brûlées, de la même manière que quelqu'un regarde une chose qu'il aime lui être arrachée, par une personne qui ne sera jamais punie pour ça. Il regarde ce genre de choses se produire, lors des réunions de famille, depuis qu'il a 7 ans. Il a appris que les barbecues des Davenport ont 2 ensembles de règles. L'un pour les enfants qui font partie de la famille, et l'autre pour l'enfant qui n'en fait pas partie. Ces lunettes coûtaient $379. Je le sais, car c'est moi qui les ai achetées. Sienna et moi avons partagé les frais, à partir du budget du ménage. Elle a fait un double service à l'hôpital, la semaine précédant son anniversaire, pour s'assurer que cette dépense ne pénaliserait rien d'autre. Kian les avait demandés pour son 13e anniversaire, en mars. Il ne les a pas demandés comme les jeunes de 13 ans réclament habituellement les choses, avec insistance et bruit. Il l'a demandé comme Kian demande tout, discrètement, une seule fois, en comprenant que la réponse pourrait être non, et qu'il l'accepterait, car cette famille l'a conditionné à s'attendre à moins que les autres. Je les ai achetés quand même. Sienna et moi avons partagé le coût. Elle a fait un double service à l'hôpital, pour couvrir sa part. Le jour de son anniversaire, Kian a ouvert la boîte, a tenu les lunettes à 2 mains, et ne les a pas mises pendant 10 minutes, par peur de les rayer. 8 personnes ont vu Cruz jeter les lunettes dans le feu. Ma mère, Béatrice, assise sur une chaise de jardin, avec une canette de Cola Light et une assiette en carton en équilibre sur le genou. Ma sœur, Sloan, debout près du barbecue, les bras croisés. Mon beau-frère, Jess, qui nettoyait la grille du barbecue, et qui n'a pas arrêté de frotter. 3 des voisins de Béatrice, qui avaient été invités pour le repas, et qui étaient assis à la table de jeu près de la clôture, avec des assiettes de salade de choux. Et Sienna, ma femme, qui tenait la main de notre fille de 6 ans, Willow, près de la clôture du fond, et dont le visage a changé, de cette manière dont les visages changent, quand la chose à laquelle vous vous prépariez finit par arriver. Personne n'a dit un mot. Pas une seule personne dans cette cour n'a dit à Cruz d'arrêter. Pas une seule personne n'a regardé Kian, pour lui dire que ce n'était pas normal. Béatrice a observé la scène depuis sa chaise de jardin, et ne s'est pas levée. Elle n'a pas bronché. Elle a regardé cela comme on regarde un programme télévisé qu'on a déjà vu, en confirmant simplement la fin. Puis, Sloan a pris la parole. Elle s'est tournée vers moi. Pas vers Cruz, pas vers Kian, mais vers moi. Et elle l'a dit de la façon dont elle dit toutes les choses importantes, assez fort, pour que chaque personne présente dans la cour puisse l'entendre. Tu as épousé une femme avec un bagage, et maintenant tu veux que ma mère fasse semblant que ce bagage est son petit-fils. Kian n'est pas un Davenport. Il n'a jamais été un Davenport. Il est les restes de quelqu'un d'autre, tu l'as déguisé avec notre nom, et tu t'attendais à ce qu'on applaudisse.
L'une des voisines a posé sa fourchette. Une autre a baissé les yeux vers son assiette. Jess a continué de gratter le barbecue. Le bruit du métal contre le métal a été la seule réponse que les mots de Sloan ont reçue, de la part des adultes dans cette cour. J'ai posé mon assiette sur la glacière. J'ai marché jusqu'au brasero. Les lunettes reposaient sur les braises, déformées et fissurées. Le verre gauche était fendu en deux. Le verre droit était noirci par la suie. La monture était trop chaude pour être touchée à main nue. J'ai pris les pinces en métal de la station de grillade, et j'ai retiré les lunettes. Le plastique fondu a goûté sur la dalle en béton. Je n'ai pas dit un mot. Ni à Cruz, ni à Sloan, ni à Béatrice. J'ai porté les lunettes jusqu'à la table de pique-nique, et je les ai posées sur une serviette en papier. Ensuite, je me suis dirigé vers Kian, et j'ai posé ma main sur son épaule. Prends ta veste. On rentre à la maison. Sienna avait déjà installé Willow dans son siège auto. Elle avait commencé à rassembler nos affaires, au moment même où la main de Cruz avait touché les lunettes. Elle connaît cette famille, de la même manière qu'un ambulancier connaît un patient régulier. Les symptômes sont toujours les mêmes. La blessure est toujours la même. Et le dossier médical ne change jamais, parce que personne n'y inscrit rien. Nous avons fait le trajet du retour en silence. Kian était assis sur la banquette arrière, avec les lunettes brûlées sur ses genoux, en équilibre sur ses paumes ouvertes, comme une offrande à un dieu qui n'écoutait pas. La branche gauche était pliée à un angle de 40 degrés. Le verre droit avait une tache de suie en forme d'empreinte de pouce. Il n'a pas essayé de les redresser. Il n'a pas essuyé la suie. Il les tenait de la façon dont il tenait la boîte de céréales, au supermarché, la première fois que je l'ai rencontré, à deux mains, avec précaution, car la précaution est le réglage par défaut pour un garçon qui a appris très tôt que les choses peuvent vous être enlevées, sans aucun avertissement. Willow s'était endormi dans son siège auto, la tête penchée vers la gauche, son souffle embuant la vitre en petits cercles. Sienna regardait par la fenêtre passager, la mâchoire serrée, et les mains à plat sur ses cuisses. Elle ne pleurait pas. Sienna ne pleure pas devant les enfants. Elle pleure plus tard, dans la salle de bain, en laissant couler l'eau. Je le sais, parce que je l'ai entendu à travers la porte, à cette occasion différente, après cet rassemblement familial distinct, où Kian a été traité comme un être inférieur. Le soleil se couchait derrière les maisons de l'avenue Garfield, et la lumière traversait le pare-brise en longue bande orange, qui balayait le visage de Kian, sans pour autant le réchauffer. Nous nous sommes garés dans notre allée à 19h15. La lumière du porche était allumée. La maison était silencieuse, de ce silence propre aux maisons où quelque chose est arrivé aux personnes à l'intérieur, quelque chose qui n'a pas encore été nommé. Kian est allé dans sa chambre. Il n'a pas fermé la porte. Il a posé les lunettes brûlées sur son bureau, à côté de la boîte dans laquelle elles étaient livrées. La boîte en carton blanc qu'il avait gardée, parce qu'il garde tout. Parce que, quand on grandit en apprenant que les choses peuvent nous être retirées, le contenant compte tout autant que le contenu. Il s'est assis sur son lit, a ouvert un livre, et a lu, sans tourner les pages. À 20h22, mon téléphone a vibré. Un message de ma mère. Pas un message privé, mais un message dans le groupe de discussion familiale. Le groupe comptait 11 membres, Béatrice, moi, Sloan, Jess, Cruz, 2 des sœurs de Béatrice, 3 cousins, et Sienna, que Béatrice avait ajouté il y a un an, comme un geste qui n'a jamais été soutenu par la moindre chaleur. Le message disait, « Vos enfants ne sont que de la saleté pour nous. Gardez-les loin de notre lignée. Kian n'est pas un Davenport, et ne le sera jamais. Arrêtez de l'amener aux événements familiaux. Il n'a pas sa place ici. » 3 secondes plus tard, la discussion l'a affiché, Sloan avait leaké le message. Je l'ai lu 3 fois. Puis, j'ai posé le téléphone sur le comptoir de la cuisine, j'ai pressé mes 2 paumes à plat sur la surface, et je les y ai maintenues jusqu'à ce que mes mains cessent de trembler. Sienna se tenait derrière moi. Elle avait lu par-dessus mon épaule. Sa respiration a changé, mais elle n'a pas dit un mot. Elle a posé sa main sur mon dos, l'y a laissé pendant 30 secondes, et ensuite, elle est allée voir comment allait Kian. Si vous êtes nouveau ici, bienvenue sur Family Secret Tales. Voici l'histoire de la façon dont ma famille a traité mon fils de moins que rien, et de ce qui s'est passé avant minuit, quand la personne qu'ils ont rejetée s'est avérée être celle qui maintenait tout en place. Kian est entré dans nos vies quand il avait 5 ans. Le premier mari de Sienna est parti quand Kian avait 2 ans. Pas de bataille pour la garde, pas d'adresse de réexpédition,
juste disparu. Sienna l'a élevé seule pendant 3 ans, faisant des gardes de nuit comme infirmière en pédiatrie, dormant par tranches de 4 heures, et construisant une vie avec le genre de matériaux qui ne rendent pas bien sur les photos, mais qui sont solides. J'ai rencontré Sienna quand Kian avait 4 ans. Nous étions dans la même allée du supermarché, Kian a fait tomber une boîte de céréales, je l'ai ramassée, et il m'a regardé et a dit « Merci, monsieur ». À 4 ans. Merci, monsieur. Sienna m'a dit plus tard qu'elle lui avait enseigné les bonnes manières très tôt, parce qu'elle savait que le monde allait exiger plus de lui qu'il n'en exigeait des autres enfants, et elle voulait qu'il soit prêt. J'ai épousé Sienna quand Kian avait 5 ans. Je l'ai adopté quand il en avait 6. Le processus a pris 11 mois, 4 comparutions au tribunal, une évaluation à domicile, et une vérification d'antécédents plus poussée que tout ce que mon employeur n'a jamais exigé. Le jour où le juge a signé le décret d'adoption, j'ai regardé Kian, dans sa chemise bleue boutonnée, assis sur une chaise de tribunal avec ses pieds qui ne touchaient pas le sol, et j'ai pensé, c'est la signature la plus importante que je verrai de toute ma vie. Mon père, Vernon Davenport, a été le seul membre de la famille à assister à l'audience d'adoption. Il s'est éclairci la gorge, a conduit 45 minutes depuis son appartement du côté est, portant une cravate qu'il avait repassée le matin même, et transportant un cadre qu'il avait commandé sur mesure dans une boutique de la rue Bure. À l'intérieur du cadre, se trouvait un certificat qu'il avait imprimé lui-même, sur du papier cartonné épais. Kian Davenport, famille par choix et par la loi. Témoin, Vernon Davenport, le 14 juin 2019. Ce n'était pas un document légal. C'était bien mieux. C'était l'œuvre d'un homme qui comprenait que le sang n'est pas la seule chose qui vous rend permanent. Vernon et Béatrice ont divorcé quand j'avais 15 ans, et Sloan 12. La séparation a été nette, et le silence entre eux, par la suite, a été assourdissant. Béatrice a gardé la maison, les amis de l'église, et la version de la famille qu'elle avait minutieusement mise en scène. Vernon a gardé ses outils, sa pension, et sa volonté d'être présent, même quand cela était inconvenant. Il était présent pour l'adoption. Béatrice, non. Elle a dit qu'elle avait un rendez-vous chez le dentiste. Sloan n'est pas venu non plus. Elle m'a envoyé un message ce matin-là, ce n'est pas vraiment une adoption si le gamin a déjà un père quelque part. Je n'ai pas répondu. Sienna a vu le message, l'a supprimé de mon téléphone, et n'en a plus jamais parlé. Ce schéma s'est mis en place très tôt. Lors du deuxième Noël après l'adoption, quand Willow avait 2 ans et Kian 8 ans, Béatrice a mis la table avec des marque-places pour chaque invité, parce que Fiona, au country club, met des marque-places, et que Béatrice copie tout ce que fait Fiona, sans pour autant en avoir le budget. Il y avait des cadeaux sous un petit sapin, dans le coin de la salle à manger. 3 boîtes emballées pour Willow, 0 pour Kian, qui avait 8 ans, qui savait lire son propre prénom, et qui a remarqué son absence sur chaque étiquette. Quand Sienna a demandé pourquoi il n'y avait pas de cadeau pour Kian, Béatrice l'a regardé, avec l'expression d'une femme qui attendait de dire quelque chose, et qui est soulagée que l'occasion se présente enfin. Je n'achète que pour ceux de mon sang, Sienna. Ce n'est rien de personnel. Il n'est pas un Davenport par le sang, et je ne vais pas prétendre le contraire. Sienna a répondu, il a 8 ans, il est assis à votre table, et il vous entend. Béatrice a répliqué, il est assis à ma table parce que ton mari l'a amené, cela ne fait pas de lui le mien. Kian l'a entendu. Il était assis à 1 mètre d'elle, tenant un petit pain. Il n'a pas pleuré. Il a posé le pain sur son assiette, a croisé les mains sur ses genoux, et a fixé la nappe. 8 ans, les mains croisées, silencieux, apprenant l'architecture d'une famille qui avait déjà décidé qu'il n'était qu'un invité, dans une maison qu'il était censé appeler son foyer. J'ai failli confronter Béatrice, lors de ce repas de Thanksgiving. Ma main était sur le dossier de ma chaise, mon poids basculait vers l'avant, et je pouvais sentir les mots se former au fond de ma gorge. Le genre de mots qui commence par « Comment osez-vous » et qui se termine par le claquement d'une porte. Mais Kian était assis à côté de moi, ses mains étaient croisées, ses yeux étaient fixés sur la nappe, et faire un scandale l'aurait placé au centre d'une dispute, qu'il n'avait pas commencée, et qu'il ne pouvait pas gagner. Alors, je suis resté assis. Je lui ai acheté un cadeau dans une station-service, sur le chemin du retour, une petite boîte de Lego prise sur le présentoir de la caisse. Je lui ai dit que ça venait de grand-mère B. Il m'a cru, jusqu'à ses 9 ans. Ensuite, il a cessé d'y croire, et il a arrêté de poser des questions. Et l'écart entre ce que je lui disais et ce qu'il savait au fond de lui, est devenu un fardeau de plus que je portais,
et pour lequel Béatrice n'a jamais payé. Je suis ingénieur logiciel senior, dans une entreprise appelée Ridgerest Analytics. Je construis des pipelines de données, et des tableaux de bord de suivi. Mon salaire est de 135 000 $. Je suis le genre de personne qui documente absolument tout. Chaque reçu est classé dans un dossier. Chaque transaction possède une étiquette. Chaque prélèvement automatique est suivi dans un tableur, que je mets à jour le premier de chaque mois. Ma femme trouve ça obsessionnel. Mon comptable trouve ça providentiel. Ma mère appelle ça Corbin et ses petits graphiques. C'est grâce à ces graphiques que j'ai découvert ce que j'ai trouvé, à 21h30, le soir du barbecue. Après le message, après le like, après que Sienna soit allée voir Kian, soit revenue s'asseoir en face de moi à la table de la cuisine, et m'ait demandé « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Je lui ai répondu « Je vais regarder les chiffres. » J'envoyais à Béatrice 2100 $, car il lui manquait 900 $ pour couvrir le paiement de la maison, les factures et les courses. Elle m'avait appelé un jeudi soir, « Passe-Laurent. » Moi, avait-elle précisé. Corbin, j'ai besoin d'aide. Je ne veux pas perdre la maison. Elle n'a pas dit s'il te plaît. Elle l'a dit comme elle dit tout, comme une affirmation qui exige un oui en guise de réponse. J'ai dit oui, parce que c'est ma mère, parce que c'est la maison où j'ai grandi, et parce que Kian venait tout juste de commencer le CE1. Et je pensais que la maison d'une grand-mère se devait d'être un pilier stable dans la vie d'un enfant. Même si la grand-mère de cette maison n'avait jamais traité cet enfant comme le sien. Le virement automatique était de 2100 $. J'avais dit à Sienna qu'il était de 1400 $, au moment où je l'avais mis en place. J'ai porté ce mensonge pendant 4 ans. Ce soir-là, à la table de la cuisine, après le message, le like et les chiffres sur l'écran, je lui ai dit la vérité. Toute la vérité. Les 2100 $, les 700 $ que j'avais cachés, le total. Elle s'est assise en face de moi, et elle a écouté. Et quand j'ai eu terminé, elle m'a dit, je savais que c'était plus que 1400 $, Corbin. Le budget ne collait jamais. Je ne savais juste pas à quel point c'était plus. Elle n'a pas crié. Elle a dit, on réglera ça plus tard. Pour l'instant, occupe-toi d'eux. Elle avait raison sur les 2 points. Je traçais chaque paiement dans un tableur, la date, le montant, le total cumulé. Je le mettais à jour le premier de chaque mois, à mon bureau, avant que Sienna ne se réveille. Non pas parce que j'attendais un remboursement, mais parce que je suis un ingénieur logiciel, qui gagne sa vie en créant des systèmes de surveillance, et que le suivi des données est ma façon de donner du sens aux choses qui n'en ont pas. À 21h30, j'ai ouvert le tableur. Puis, j'ai ouvert mon compte bancaire. Ensuite, je me suis connecté à la banque en ligne de Béatrice. Je suis un utilisateur autorisé sur son compte. Lorsque j'ai mis en place le prélèvement automatique, il y a 3 ans, la banque a exigé que je sois ajouté en tant que cotitulaire, puisque j'étais la source de financement principale. Béatrice a signé le formulaire d'autorisation, à l'agence. Elle ne m'a jamais retiré l'accès. Elle n'a jamais changé le mot de passe. Elle n'a jamais modifié quoi que ce soit de ce que j'avais configuré pour elle. Elle s'est contentée de l'utiliser. Je ne cherchais pas une fraude. Je cherchais simplement à visualiser la trajectoire de mon argent, parce que la femme qui le recevait venait de dire, dans un groupe de discussion, que mes enfants étaient des moins que rien, et je voulais comprendre les mathématiques de cette cruauté. Et j'ai trouvé les mathématiques. Chaque mois, dans les 72 heures suivant la réception de mon dépôt de 2100 $, Béatrice transférait 1200 $ vers un compte dans la même banque. Les virements étaient constants, automatisés, et simplement libellés, S-Marche. Le compte destinataire était au nom de Sloan Marche. 1200 $ par mois, pendant 48 mois. Soit un total de 57 600 $. Je suis resté assis à la table de la cuisine, fixant les chiffres sur l'écran. Mes mains ne tremblaient plus. Elles avaient dépassé le stade du tremblement, pour atteindre une immobilité absolue. Le genre de calme qui survient, lorsque les données sont claires, que la conclusion est évidente, et qu'il ne reste plus qu'à décider de ce qu'on va en faire. Ma mère avait détourné plus de la moitié de mon aide mensuelle, directement vers ma sœur. Cette même sœur, dont le fils venait de jeter les lunettes du mien dans un feu. Cette même sœur, qui avait leaké un message traitant mes enfants de moins que rien. Cette même sœur, qui m'avait dit le matin de l'adoption, que Kian avait déjà un père quelque part. Je finançais la vie de Sloan depuis 4 ans,
pendant que Sloan répétait à mon fils qu'il ne méritait même pas d'exister dans la sienne. J'ai failli fermer l'ordinateur portable, mais les lunettes brûlées reposaient sur le bureau de Kian, à 4 mètres au bout du couloir, et l'odeur de brûlé flottait encore légèrement dans ma voiture, depuis le trajet du retour. Et le message de ma mère était toujours sur l'écran de mon téléphone, tandis que le nombre 57 600 restait affiché sur l'écran face à moi. Et aucune de ces choses n'allait disparaître, si je me contentais de fermer le PC. Alors, j'ai ouvert un nouvel onglet, et j'ai commencé à rédiger le message. Si vous suivez cette histoire, et que vous sentez la tension monter, abonnez-vous à Family Secret Health, car ce qui s'est passé à 23h47 est la raison exacte pour laquelle j'avais 49 appels en absence, avant minuit. J'ai passé 2 heures à rassembler les preuves. Pas parce que les preuves étaient complexes, mais parce que je voulais qu'elles soient organisées, de la même manière que j'organise chaque projet au travail. Des titres clairs, une logique séquentielle, une documentation irréfutable. Si cela devait atterrir dans un groupe de 11 personnes en plein milieu de la nuit, cela allait frapper avec la précision d'un déploiement informatique, impossible à annuler. Capture d'écran numéro 1. L'historique des virements de ma banque, affichant 48 paiements mensuels de $2100, de mon compte vers celui de Béatrice, pour un total de $100 800. Chaque ligne datée, chaque montant vérifié, 48 lignes vertes sur fond blanc. Capture d'écran numéro 2. Le journal des virements sortants de Béatrice, montrant 48 paiements mensuels de $1200, vers un compte étiqueté S-Marche, initié dans les 72 heures suivant chaque dépôt provenant de mon compte. Total, 57 600 $. Le schéma était si constant qu'il semblait automatisé, et il l'était. Béatrice l'avait configuré comme un virement récurrent. Mon argent allait à Béatrice, puis à Sloan, comme un pipeline présentant une fuite de 43%. Capture d'écran numéro 3. Le message du groupe familial, envoyé par Béatrice. Horodatage, 20h22. Vos enfants ne sont que de la saleté pour nous. Gardez-les loin de notre lignée. Kian n'est pas un Davenport, et ne le sera jamais. Arrêtez de l'amener aux événements familiaux. Il n'a pas sa place ici. Capture d'écran numéro 4. La réaction au cœur de Sloan sur ce même message. Horodatage, 20h22. L'équivalent numérique de véritables applaudissements. J'ai également appelé la ligne non urgente de la police, à 22h15, et j'ai déposé une plainte pour destruction de biens personnels. Les lunettes Meta étaient évaluées à $379. Cruz a 14 ans, ce qui signifie que le rapport a été enregistré comme un délit matériel commis par un mineur. L'officier a relevé le numéro de série, sur le reçu d'achat d'origine, que j'avais photographié et archivé le jour de l'achat, parce que c'est ce que je fais, pour tout achat supérieur à $50. Numéro de dossier, 2026 JV Uru 71. À 23h47, j'ai ouvert le groupe de discussion familiale. 11 membres, dont la plupart n'avaient rien publié depuis des semaines. Certains n'avaient même jamais rien posté. J'ai tapé un unique message, et j'y ai joint les 4 captures d'écran. 48 mois, $100 800 envoyés à Béatrice Davenport. 57 600 $ transférés à Sloan Marche, à mon insu. Ce soir, ma mère a traité mes enfants de moins que rien. Ma sœur a liqué. Mon neveu a détruit le cadeau d'anniversaire de mon fils. Et lui a dit d'emporter les cendres. Tous les prélèvements automatiques ont été annulés, à partir de 21h45. Numéro de dossier pour destruction de biens, 2026 JV 0471. Ne m'appelez pas à ce numéro. J'ai cliqué sur envoyer. Le message a été distribué aux 11 membres simultanément. Les accusés de lecture ont commencé à apparaître, dans les 30 secondes. Un par un, coche bleue, coche bleue, coche bleue. À 23h49, le premier appel est arrivé. Sloan. Je l'ai rejeté avant la deuxième sonnerie. À 23h52, Béatrice a appelé, rejeté. À 23h54, Jess a appelé, rejeté, puis il a rappelé immédiatement. Rejeté à nouveau. À 23h58, la sœur de Béatrice, Margot, a appelé. Je n'avais pas parlé à Margot depuis 3 ans. Elle n'appelait pas pour l'argent. Elle appelait parce qu'elle avait lu le message traitant mes enfants de saleté, et qu'elle voulait savoir si c'était vrai. J'ai rejeté l'appel. À minuit, il y avait 49 appels en absence sur mon téléphone.
49. La discussion familiale était en train d'exploser. Des cousins, silencieux depuis des mois, étaient soudainement en train d'écrire. Margot a écrit, Béatrice, est-ce vrai? As-tu écrit ça? Béatrice n'a pas répondu. Un cousin nommé Dicon a écrit, je connais Kian depuis qu'il a 6 ans. C'est un bon gamin. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez vous? Sloan a envoyé 3 messages, en succession rapide, tu n'avais pas le droit de poster ça. Ce sont des relevés bancaires privés. Supprime-les immédiatement. Personne n'a liké ces messages. Personne n'y a répondu. La seule interaction avec les messages de Sloan fut le silence glaçant qui les entourait. J'ai éteint mon téléphone. Je l'ai posé sur le comptoir de la cuisine, face vers le bas. Sienna était à table et m'observait. Elle n'avait rien dit depuis 2 heures. Elle fait souvent ça. Elle attend que les choses soient accomplies, et ensuite, elle pose la seule question qui compte. Ça va? Non, mais ça ira. Elle a touché ma main à travers la table, et puis, elle est allée se coucher. Je suis resté assis à table jusqu'à 1 heure du matin, fixant les lunettes brûlées à travers la porte ouverte de la chambre de Kian. Il dormait. Les lunettes étaient sur son bureau, à côté de la boîte. La boîte était à côté du certificat encadré de Vernon. Le certificat disait « Famille par choix et par la loi ». Les lunettes, elles, disaient tout autre chose. Elles disaient que le choix coûte cher, et que la loi ne suffit pas, quand les personnes qui partagent votre nom de famille, ne partagent pas votre définition de ce qu'est une famille. Le lendemain après-midi, j'ai conduit jusqu'à l'appartement de Vernon, dans les quartiers. Il était assis sur son porche, avec un verre de thé glacé et des mots croisés. Il a 67 ans, c'est un électricien à la retraite, avec un mauvais genou, mais de bonnes mains. Il m'a regardé quand je me suis garé, et il a tout de suite su. Les pères connaissent la différence entre une simple visite et un véritable débarquement. Je me suis assis à côté de lui, et je lui ai tout raconté. Les lunettes, Cruz, le sourire de Sloan, le message, le like, les relevés bancaires, le transfert relais, le groupe familial, les 49 appels. Vernon a écouté sans m'interrompre. Il a posé ses mots croisés sur la rambarde du porche, et ses lunettes de lecture par-dessus. Et il m'a accordé ce genre d'attention qui demande un véritable effort, de la part d'un homme de 67 ans, avec un mauvais genou et une longue journée derrière lui. Quand j'ai eu terminé, il est resté silencieux pendant un long moment. Les glaçons de son thé ont fondu. Un cardinal s'est posé sur la rambarde, nous a regardés tous les deux, et s'est envolé. Puis, il a demandé, comment va Kian? Il est allé à l'école ce matin. Il n'a pas parlé au petit déjeuner. Il a mangé ses céréales, il a mis son bol dans l'évier, et il m'a dit, à plus. Papa. Et il a marché jusqu'à l'arrêt de bus. C'était tout. A-t-il posé des questions sur les lunettes? Non. Il les a posées sur son bureau, à côté de la boîte, juste à côté du certificat que tu as fabriqué. Il n'a bougé ni l'un ni l'autre. Vernon a hoché la tête lentement. Il a posé sa main sur mon genou, de la même manière qu'il avait posé sa main sur mon épaule, à la sortie du tribunal, 7 ans plus tôt, après que le juge ait signé l'acte d'adoption. Je veux te dire quelque chose que je ne t'ai jamais dit. Corbin, l'année qui a suivi l'adoption, ta mère m'a appelé. Elle a dit, Vernon, ce garçon ne nous ressemble pas, je lui ai répondu, Béatrice. L'amour non plus. Une décision de justice non plus. Être présent pour les siens non plus. Mais ça ne les rend pas moins réels. Elle m'a dit que je faisais un drame. Je lui ai répondu, l'homme qui a conduit 45 minutes, pour s'asseoir dans un tribunal. Et regarder son petit-fils le devenir légalement, n'est pas celui qui fait un drame dans cette conversation. Elle a raccroché. Elle ne m'a plus jamais rappelé depuis. Il a pris son thé glacé, et a regardé la rue. Tu as fait ce qu'il fallait, mon fils. Chaque dollar récupéré, chaque capture d'écran, chaque chèque annulé. Ce garçon a un nom, un père, et un certificat sur son mur. Personne dans un groupe de discussion ne peut défaire ce qu'un juge a signé. Et personne, traitant un enfant de moins que rien, ne mérite l'argent de l'homme qui a choisi cet enfant. C'était exactement le moment dont j'avais besoin. Non pas d'une permission, mais de la confirmation, venant du seul Davenport qui ait jamais été là sans y être payé. La confrontation a eu lieu 2 jours plus tard, quand Sloan et Jay sont débarqués devant ma porte,
à 18h un lundi. Béatrice n'était pas avec eux. Elle avait envoyé Sloan, comme elle l'envoie toujours, lorsque la situation nécessite de faire face, mais que Béatrice refuse de montrer son propre visage. Sloan se tenait sur mon porche, les bras croisés. Jess était derrière elle, les mains dans les poches de sa veste. Sienna a ouvert la porte. Je suis sorti de la cuisine. Supprime-les, Corbin. Retire ces captures d'écran de la discussion. Tu es en train d'humilier maman devant toute la famille. C'est maman qui a humilié mon fils devant toute la famille. Elle a traité mes enfants de moins que rien, par écrit. Dans un groupe que 11 personnes peuvent lire. Elle était contrariée. Cruz est un enfant. Les enfants font des choses stupides. Tu as déposé une plainte contre un gamin de 14 ans, pour une simple paire de lunettes. Un adolescent de 14 ans a détruit $379 de biens appartenant à mon fils. Et lui a dit d'emporter les cendres. Ce n'est pas de la stupidité. C'est de la pure cruauté. Et il l'a bien appris de quelqu'un. La mâchoire de Sloan s'est crispée. Tu en fais toute une montagne. C'était un barbecue. C'était un mauvais moment. Les familles ont de mauvais moments. Ce n'était pas un mauvais moment, Sloan. C'est un schéma récurrent. Tu as détourné $1,200 par mois. Sur l'argent que j'envoyais à maman. $57,600 sur 4 ans. De l'argent que j'ai gagné. De l'argent que j'ai envoyé, pour payer le prêt immobilier et les courses de maman. Tu en as pris plus de la moitié, chaque mois, pendant 4 ans. Tout en répétant à mon fils qu'il n'avait pas sa place dans votre lignée. Sloan a décroisé les bras. Ses mains sont retombées le long de son corps. Jess fixait le sol. Maman m'a donné cet argent parce que j'en avais besoin. J'ai des factures. J'ai Cruz. Je suis en retard sur les paiements de ma voiture. Ça ne regarde que maman et moi. Ça nous regarde toi et moi. Parce que c'est mon argent. Je l'ai envoyé à maman. Maman te l'a envoyé. Tu as utilisé mon argent pour payer tes factures, pendant que ton fils brûlait le cadeau d'anniversaire du mien, et que tu restais assise sur une chaise longue, en souriant. Tu veux parler d'argent? Très bien. J'avais besoin de cet argent, parce que moi, j'élève un véritable Davenport. Cruz porte notre sang. Il va à la même école que papa. Il pratique les mêmes sports. Il nous ressemble. Kian? Non. Kian ne portera jamais notre nom de la manière dont il était censé être porté. Et aucune décision de justice ne changera le fait qu'il a d'abord été la responsabilité de quelqu'un d'autre. Maman m'a donné cet argent, parce qu'elle fait la différence entre un véritable petit-fils et un cas social. Sienna s'est avancée. J'ai levé la main, non pas pour l'arrêter, mais pour lui faire comprendre que je gérais la situation. Kian est un Davenport depuis le 14 juin 2019. Par décision de justice, par la loi, par ma signature, par celle du juge, et par un certificat qui est accroché au mur de sa chambre. Il est bien plus un Davenport que n'importe quelle personne de ce groupe de discussion. Qui a regardé un ado de 14 ans jeter le cadeau d'un enfant au feu, sans rien dire? J'ai gardé une voix neutre. Tu l'as traité de reste. Tu as traité mes enfants de moins que rien. Tu as pris $57,000 de mon argent, et tu l'as utilisé pour financer le foyer, qui apprend à Cruz à détruire les affaires d'enfants que vous avez jugées inférieures à lui. J'ai regardé Jess. Jess n'avait pas bougé. Sa mâchoire se contractait, mais sa bouche restait fermée. C'est moi qui payais la voiture de ta femme, Jess. Tu le savais, ça? $1,200 par mois, de mon compte, à maman, jusqu'à Sloan. Cet argent couvrait le crédit de ta voiture, les paiements minimums de tes cartes de crédit, et l'écart immense, entre ce que ton foyer gagne et ce qu'il dépense. Tout votre train de vie a été financé par les subventions du beau-frère dont ta femme appelle le fils les restes. L'argent s'est arrêté samedi dernier. Le prochain paiement de ta voiture, le prochain paiement de ta carte de crédit. Et ta prochaine excuse pour expliquer pourquoi vos comptes sont dans le rouge, c'est désormais votre problème à tous les deux. Jess a regardé Sloan. Sa mâchoire s'est contractée 2 fois. Il a sorti les mains de ses poches, et a croisé les bras. C'était la posture d'un homme qui réorganise son propre corps, pour y contenir une information qu'il n'était pas préparé à porter.
il a regardé Sloan, comme on regarde quelqu'un, quand on réalise que la situation qu'il prétendait maîtriser, n'a jamais été sous contrôle. Sienna se tenait derrière moi, dans le couloir. Elle n'avait pas parlé. Elle n'en avait pas besoin. Le silence de Sienna n'est pas passif. C'est le silence d'une femme qui a regardé cette famille traiter son fils comme un paria pendant 8 ans, et qui regarde enfin son mari faire ce qu'elle attendait de lui, depuis ce tout premier Thanksgiving, où Béatrice avait acheté des cadeaux pour Willow, mais rien pour Kian. La plainte à la police reste. Les captures d'écran restent. Les paiements, c'est terminé. J'ai baissé la voix. 8 ans de paiement, pour un seul message. 0 petit enfant nommé Kian dans votre liste de contacts. L'échec, c'est fini. La comédie est terminée. Sloan a essayé une dernière fois. Sa voix a baissé, et son regard s'est adouci. Et elle a utilisé ce ton qu'elle prend, quand elle veut ressembler à la petite sœur qui a besoin d'aide, plutôt qu'à la femme adulte qui se sert. Corbin, je t'en prie. On a grandi ensemble. Je me faufilais dans ta chambre pendant les orages parce que j'avais peur. Tu me laissais dormir par terre, à côté de ton lit. C'est ça que nous sommes. Nous sommes une famille. Tu ne peux pas tout jeter en l'air, juste pour une mauvaise journée. J'ai presque laissé le message m'atteindre. Le souvenir était réel. Elle venait effectivement dans ma chambre pendant les orages. Elle dormait bien par terre. Je la couvrais avec ma couverture, et je restais éveillé jusqu'à ce que le tonnerre s'arrête. Cette partie de nous a bel et bien existé. Mais le garçon qui dormait dans la chambre, juste derrière moi, avait une paire de lunettes brûlées sur son bureau, et un message sur un écran qui le traitait de moins que rien. Et la couverture que je posais sur Sloan quand nous étions enfants, ne pourra jamais couvrir ce qu'elle a fait à mon enfant. La sœur qui dormait sur mon sol pendant les orages, n'aurait jamais regardé son fils brûler les lunettes du mien, en souriant. Cette sœur n'existe plus. Celle-ci, en revanche, est bien là. Et celle-ci a pris mon argent, a liqué un message qui traitait mes enfants de saleté, et a élevé un garçon qui ordonne à un enfant de 13 ans d'emporter les cendres. Ne reviens plus jamais dans cette maison. J'ai reculé. Sienna a fermé la porte. Sloan est resté sur le porche pendant 30 secondes. Puis, elle et Jess sont retournés à leur voiture. Le moteur a démarré. Les phares ont reculé hors de l'allée. La rue a plongé dans le noir. Maman, ai-je murmuré face à mon téléphone. Le lendemain matin, Béatrice a appelé à 7 heures. J'ai répondu, car je voulais qu'elle l'entende de ma propre voix, et non pas à travers la version déformée de Sloan. Je me tenais dans ma cuisine, avec la lumière du matin éclairant le comptoir, et les lunettes brûlées visibles par la porte du couloir. Corbin, retire ces captures d'écran. Tu es en train de détruire cette famille. C'est toi qui as détruit cette famille. Au moment où tu as écrit ce message. Je n'ai fait que montrer à tout le monde ce qu'il disait. J'étais contrarié. J'ai dit des choses que je ne pensais pas, tu les as tapées, maman. Tu as choisi chaque mot. Tu as appuyé sur envoyer. Tu as écrit. Vos enfants ne sont que de la saleté pour nous. Et tu as écrit, gardez-les loin de notre lignée. Ce n'est pas être contrarié. C'est une prise de position. Tu l'as maintenue depuis le jour de l'adoption. Tu l'as juste, enfin, mise par écrit. La voix de Béatrice s'est affinée. Tu as été beaucoup trop loin. L'argent, la police, les relevés bancaires. Tu as balancé mes informations financières privées dans un groupe de discussion. C'est une violation de la vie privée. Transférer $1200 de mon argent à Sloan, tous les mois, sans me le dire. C'est aussi une violation. Et une bien plus grave, qui a duré 4 ans. Un silence. Puis, le revirement. Le changement de ton. La voix qui s'adoucit, et qui fouille dans le passé, pour y trouver un moyen de pression. Je t'ai tenu quand tu es né, Corbin. Je t'ai appris à faire du vélo. Je lassais tes chaussures, quand tu n'y arrivais pas encore. C'est ta mère qui te parle. Ma mère a traité mon fils de moins que rien. Ma mère n'a plus le droit de m'expliquer ce qu'est une mère. J'ai raccroché. Le téléphone n'a plus jamais sonné depuis ce numéro. Pas ce jour-là. Ni le lendemain. La ligne entre Béatrice et moi est devenue silencieuse, de la même manière que le courant coupe pendant une tempête. D'un seul coup, totalement, et sans laisser la moindre pièce de la maison intacte.
Si cette histoire résonne avec quelque chose de réel pour vous, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, et abonnez-vous à Family Secret Health. Les retombées financières sont arrivées de la même manière que les fondations se fissurent, lorsque vous retirez le seul mur porteur que personne n'avait pris la peine d'identifier. Le prélèvement pour la voiture de Sloan, une mensualité de $640 pour un Honda Pilot qu'elle avait financé 2 ans plus tôt, a été rejeté le 1er juillet. Le transfert relais de $1 200, provenant de Béatrice, couvrait cette dépense, ainsi que les paiements minimums de ses cartes de crédit. Sans ce transfert, le déficit mensuel de Sloan s'élevait à $1 200, ce qui correspond exactement à la somme qui était restée invisible pendant 4 ans, car c'est moi qui la comblais. L'organisme de crédit automobile a envoyé un avis de retard, puis un deuxième. À la mi-juillet, la cote de crédit de Sloan avait chuté de 631 à 574. Jess a ouvert un compte courant séparé, le 8 juillet. Il n'en a rien dit à Sloan. Le conseiller conjugal qu'il voyait depuis mars, avait suggéré la transparence financière. Jess a finalement opté pour la séparation financière. Le paiement de l'hypothèque de Béatrice a accusé 30 jours de retard, le 15 juillet. La mensualité de la maison était de $1 850. Sa pension et sa sécurité sociale combinée s'élevaient à $3 140 par mois. L'écart de $110 restait gérable, mais les factures, les courses, les impôts fonciers, et l'assurance complémentaire, qu'elle payait avec les $900 restants de mon virement mensuel de $2100, ne l'étaient plus du tout. Elle a appelé la banque le 18 juillet, pour demander un plan d'échelonnement. La banque lui a proposé une étude pour un délai de grâce. L'étude nécessitait 30 jours. Béatrice s'est assise à la table de sa cuisine, avec une calculatrice, et une pile de factures classées par date d'échéance. La pile faisait la hauteur de 6 enveloppes. Elle les a passées en revue avec un crayon, soustrayant chacune d'elles de son revenu mensuel, et elle s'est retrouvée à court d'argent, dès la 4e enveloppe. Margot a appelé Béatrice le 3 juillet, 2 jours après le message dans le groupe familial. La conversation a duré 14 minutes. Margot a directement demandé à Béatrice si elle avait transféré l'argent de Corbin à Sloan. Béatrice a répondu, Sloan avait besoin d'aide. Margot a répliqué, Sloan avait surtout besoin d'arrêter de dépenser de l'argent qu'elle n'avait pas, et toi, tu avais besoin d'arrêter d'utiliser l'argent de ton fils, pour faire croire qu'elle en avait les moyens. Béatrice a raccroché. Elle n'a pas rappelé Margot. Margot n'a pas rappelé non plus, mais elle a tout raconté à sa propre fille, qui en a parlé à Dorothy, l'amie d'église de Béatrice. Et à la mi-juillet, l'histoire avait fait le tour de la paroisse, de la manière dont toutes les histoires d'église se propagent, par des murmures qui ressemblent à de l'inquiétude, mais qui ont le poids d'une condamnation. Béatrice a cessé d'assister au groupe de prière du mercredi soir. Elle a prétexté que son genou la faisait souffrir. Ce genou la faisait souffrir depuis 3 ans, et cela ne l'avait jamais empêché de s'y rendre auparavant. À 3 heures du matin, un mardi de la 2e semaine de juillet, Sloan était assise dans son lit, avec son téléphone. Le groupe de discussion familiale était mort depuis 11 jours. Aucun message, aucune réaction, aucun indicateur de saisie. Rien que le dernier post, les captures d'écran de Corbin, les relevés bancaires, le SMS, et ce message de 5 phrases, qui se terminait par un numéro de dossier de police. Sloan a tapé 3 réponses différentes, en l'espace de 40 minutes. Elle a supprimé les 3 avant de les envoyer. La première commençait par « Tu n'avais pas le droit ». La deuxième commençait par « Je suis désolé ». La troisième commençait par « Est-ce qu'on peut ?» Elle les a toutes effacées. La discussion est restée morte. Le curseur a continué de clignoter dans la zone de texte vide. Elle a posé le téléphone face vers le bas sur sa table de nuit, et a fixé le plafond, jusqu'à ce que la lumière du jour apparaisse. Le 5 juillet, 4 jours après que l'annulation des paiements ait pris effet, j'ai emmené Kian au magasin d'électronique, et je lui ai acheté une nouvelle paire de lunettes Meta. Même modèle, même couleur. $379. Il a tenu la boîte de la même manière qu'il tenait la première, à 2 mains, avec précaution, comme si le poids de l'objet risquait de disparaître s'il le serrait trop fort. Papa, a-t-il dit dans la voiture. Il ne m'appelle pas souvent papa. Il l'utilise uniquement quand la phrase est importante. Oui. Je ne veux plus jamais aller chez grand-mère B, tu n'y es plus obligé. Je n'ai jamais voulu y aller. J'y allais parce que tu y allais, et tu y allais, parce que tu pensais que c'était la bonne chose à faire.
Je sais que ce n'était pas la bonne chose à faire. Pas pour moi. Je l'ai regardé dans le rétroviseur. 13 ans, une chemise bleue boutonnée, parce qu'il s'habille toujours comme si la journée était importante. Les mains sur la boîte, le regard fixe. Je sais, Kian. Je suis désolé que ça m'ait pris autant de temps. Il a hoché la tête. Il n'a rien dit de plus. Il a mis les lunettes dans l'allée, quand nous sommes arrivés à la maison, il les a gardées à l'intérieur, et ne les a pas enlevées avant d'aller se coucher. Ce soir-là, début juillet, je me suis tenu sur le pas de la porte de la chambre de Kian. La fenêtre était ouverte, le chant des grillons était fort, et l'air sentait l'herbe coupée, en provenance du jardin du voisin. Les nouvelles lunettes Meta étaient sur son bureau, soigneusement pliées à côté du chargeur. La monture brûlée de la première paire, trônait sur l'étagère au-dessus du bureau, déformée et noircie, posée à côté de sa boîte d'origine, et du certificat encadré de Vernon. Famille par choix et par la loi. Kian dormait. Son livre était ouvert sur sa poitrine. Sa respiration était régulière. Le genre de respiration qui ne se produit que lorsqu'un enfant se sent en sécurité, dans la pièce où il dort. Mon téléphone était dans ma poche. Notification désactivée. Aucun appel en absence. La discussion familiale était toujours morte. Les paiements étaient toujours annulés. Les captures d'écran étaient toujours là, épinglées par le silence de 11 personnes. La monture brûlée était déformée, mais elle était toujours sur l'étagère. Les nouvelles lunettes étaient sur le bureau. Le certificat était sur le mur. Son nom figurait sur chacun d'entre eux. Kian Davenport. Par choix, par la loi, par la signature d'un homme qui s'est tenu dans un tribunal, qui a dit oui, et qui le pensait pour le reste de sa vie. Les grillons ont continué de chanter. Le garçon a continué de dormir. Le nom, lui, a tenu bon.